Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité, c'est Sébastien Delogu, député sortant des Bouches-du-Rhône. Bonjour Sébastien. Je vous entends pas. Alors, on a un petit souci de son. On va régler ça tout de suite. C'est bon, c'est revenu. Merci d'être avec nous. Alors, le son, les réseaux sociaux. Vous avez fait parler de vous récemment avec d'abord ce drapeau palestinien dans l'enceinte de l'Assemblée nationale qui a choqué l'ensemble de la classe politique, pourrait-on dire, mais qui a fait de vous une sommité des réseaux sociaux. Et je voulais parler avec vous justement du rôle des influenceurs dans cette campagne qui est centrale. On a vu Squeezie, qui est le youtubeur numéro 2 en France, qui a pris position pour dire à ses nombreux abonnés, plusieurs millions, de ne pas voter Rassemblement National. Vous avez fait une vidéo avec Maëva Guénam, elle aussi très connue, sur le son de Diams, la jeunesse emmerde le Front National en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe avec les réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que c'est un outil central? Et comme le dit Jérém Star, est-ce que certains influenceurs ont été payés par des partis pour faire campagne? Et si c'est le cas, est-ce que vous avez payé Maëva Guénam pour faire cette vidéo avec elle? Non, pas du tout. Je paye personne, et d'ailleurs je ne sais pas où je trouverai l'argent pour payer des gens pour parler, et des influenceurs pour parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez un monde qui est le monde des influenceurs, qui est très controversé, puisque vous avez des personnes qui vendent des produits, qui incitent la population à acheter des produits, on va dire des chinoiseries entre guillemets, mais qui derrière amènent à ce qu'ils perdent de la crédibilité. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui prennent leurs responsabilités en tant que citoyens lambda, qui touchent des personnes qui sont complètement oubliées. C'est des personnes qui ne regardent même plus la télé, qui regardent absolument que les réseaux sociaux, et qui ont besoin aussi d'avoir un message politique à l'intérieur de ces réseaux-là. Alors peut-être qu'on peut me juger par rapport à Maëva Guénam, peut-être qu'on peut juger d'autres influenceurs et influenceuses qui ont pris des positions assez fortes, mais c'est quand même une personne qui a pris des positions très fortes pour la Palestine, et donc du coup elle avait le droit aussi d'appeler à faire barrage au Front National, et ce qu'elle a fait en tant que simple citoyenne impliquée dans ce qui se passe dans son pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une stratégie assumée de la part des partis politiques, notamment la France Insoumise, mais aussi le Rassemblement National, d'aller chercher le vote des plus jeunes via ces influenceurs, via ces réseaux sociaux? Ben, écoutez, je pense que les réseaux sociaux, c'est un outil de communication, comme vous le dites vous, qui amène à ce que des personnes qui sont complètement hors radar du monde politique puissent justement s'intéresser à cela. Moi, comme vous pouvez le voir, effectivement, maintenant, je poste pas mal de vidéos, j'ai un canal Instagram où je parle aux gens de façon très naturelle, mais où aussi je leur expose l'effet de ce qui se passe ici en France, et ça amène bien évidemment à ce qu'ils s'intéressent un peu plus en politique. Et je reçois vraiment des milliers de messages de personnes qui me disent mais on n'était pas au courant que le Rassemblement National a voté contre l'augmentation du SMIC, que le Rassemblement National a voté pour telle ou telle proposition de loi. Et donc du coup c'est vrai que ça les intéresse un peu plus, et il faut savoir que nous avons des jeunes qui sont en train de faire des études, qui sont concentrés dans leur quotidien, qui doivent aussi aller travailler pour pouvoir se payer des études. Et quand on leur explique que le Front Populaire va amener aujourd'hui une espèce de secours à leur problématique, et qui va donc faire comment on appelle ça, je me souviens plus. Bon bref, c'est pas grave. On va leur donner de l'argent entre guillemets pour qu'ils puissent survivre pendant qu'ils étudient, et non pas aller travailler pour pouvoir étudier. Donc du coup, ça les sort de leur quotidien, de leur matrice où ils sont enfermés dans un monde sociétal qui les dérange. Ouais. Et est-ce que justement, alors ce Front Populaire, on voit qu'il y a une alliance de circonstances, pas suite à l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est quelque chose qui peut tenir sur la durée après le 7 juillet, ou est-ce que déjà les dissensions qui se font jour, on entend beaucoup dire écoutez, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, il y a des points d'accord qui ont été mis dans l'accord programmatique, mais on voit que beaucoup, que ce soit chez Place Publique ou au Parti socialiste, essayent déjà de montrer qu'il y a une différence entre eux et la France Insoumise. Est-ce que ça peut tenir sur le moyen, voire le long terme?
Écoutez, déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une espèce d'élan qui s'est construit dans une urgence à la suite de la prise de parole du président de la République, qui était de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc ça prouve bien que de notre côté, vu que nous sommes pris de responsabilité en se mettant tous autour de la table, ça veut dire que aujourd'hui nous représentons réellement le Front républicain comme il l'appelle, parce que comme vous le voyez dans certaines circonscriptions, il y a des candidats RN qui ne sont pas candidats parce qu'il y a des candidats de droite ou vice versa, et donc du coup ça prouve bien que il y a aujourd'hui deux camps, celui de l'alliance des droites avec l'extrême droite et celui de la gauche. Mais il faut pas se leurrer sur cette situation. Bien évidemment que c'est un mariage forcé. Moi, je vais pas me retrouver avec François Hollande et me dire que c'est la personne qui a construit Emmanuel Macron, qui a fait sortir Emmanuel Valls d'une forêt bizarre. Mais par contre, là où on peut aujourd'hui s'arranger, c'est se dire qu'il faut faire barrage au Rassemblement national et l'extrême droite qui menace notre pays et notre République. Donc du coup, on se regarde, on se dit bon, là il faut se calmer. Il faut aujourd'hui prendre nos responsabilités et justement essayer d'avancer sur ce point-là. Et sur ce point-là, un autre point qui a été soulevé et qui devient central dans cette campagne, c'est bien sûr la lutte contre l'antisémitisme. On a vu les actes antisémites exploser en France. Il y a eu ce crime affreux, ce viol de cet enfant par deux autres jeunes adolescents pour motif d'antisémitisme. Et il y a sans arrêt cette attaque systématique, ces procès pour la France insoumise, comme quoi ce serait un parti qui abriterait des antisémites. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ? Je leur dirais avec un grand sourire que nous n'avons jamais été condamnés. Qui a été la personne qui, à la suite d'avoir dressé un drapeau palestinien à l'Assemblée, a pris la parole publiquement pour expliquer que les Juifs de France n'étaient pas coupables des crimes de guerre de leur Premier ministre d'extrême droite en Israël, et qui aussi a expliqué que les musulmans de ce pays n'étaient pas donc coupables des crimes de guerre du Hamas. C'est bien nos positions à nous, et donc du coup je le dis avec très grande fermeté. Je me suis rendu à la manifestation pour soutenir la petite qui a donc subi un viol très récemment. Je me suis aussi positionné très fermement sur ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas antisémites, nous sommes bien évidemment là pour expliquer qu'on n'est pas dans dans ce soi-disant choc des civilisations comme il l'appelle le camp de l'extrême droite. On est justement là pour essayer d'expliquer qu'on est là pour tout le monde et essayer de réconcilier les peuples entre eux et de défendre tous les droits des citoyens et des citoyennes, et notamment le droit international. Et c'est pour ça que on est aussi mobilisé fortement pour la question palestinienne. Et justement, en cas de victoire le 7 juillet du Front populaire, est-ce qu'il y aura une reconnaissance par le gouvernement français de l'État palestinien ? Je le suis persuadé, puisque c'est noté dans le programme qu'on a signé toutes et tous avant de se lancer dans cette campagne. Et c'est une manière aussi de défendre notre devise qui est liberté, égalité, fraternité, en disant que le peuple palestinien a le droit aussi, lui, d'être libre, d'être égal et de recevoir la fraternité des peuples. Et d'ailleurs, je soulève que l'Arménie, aujourd'hui, a à son tour reconnu l'État palestinien, qui est un pays non pas musulman, comme pourraient le dire certains, mais bien un pays qui représente les chrétiens d'Orient. Et donc, je me félicite parce que je suis aussi, comme je suis d'origine algérienne, d'origine arménienne, et je suis donc très fier de cela. Il y a aujourd'hui, et on en parlera après avec notre invité Christophe Rameau, le programme économique du Front populaire qui est dévoilé. Programme économique qui est attaqué de toutes parts comme étant trop dépensier, comme étant dangereux pour le chômage, etc. Or, il est chiffré. Ce programme économique, il ne sort pas, j'imagine, du chapeau ces 15 derniers jours. Est-ce que c'est le même qui était porté par la NUPES, ou est-ce qu'il y a eu des aménagements du fait de l'endettement croissant de la France? Écoutez, déjà dans un premier temps, je dis à tous les détracteurs du Front populaire sur le plan économique, à partir de midi, donc c'est-à-dire ça a commencé depuis 20 minutes, nous avons donc sur l'ensemble des réseaux
on est en train d'apporter justement les explications économiques à toutes les propositions que nous faisons. Si on fait, ne serait-ce qu'une marche arrière sur ce qu'il s'est passé depuis ces années dans notre pays, on peut remarquer tout simplement que les cadeaux aux plus grandes entreprises ont pu peut-être créer le déficit dans ce pays. Et donc, du coup, nous portons des valeurs qui sont saines et sûres, c'est-à-dire d'augmenter le SMIC, qui ramènera du pouvoir d'achat aux citoyens et citoyennes de ce pays. Les TPE, les PME, les patrons d'entreprise se disent outrés, se disent mais comment on va payer les charges patronales? Très bien, messieurs, dames, nous vous rassurons, nous allons donc taxer les ultra-riches, les super-dividendes, qui aujourd'hui est de l'argent qui complètement part de ce système social français et qu'on doit absolument récupérer pour faire vivre la République au sein de nos quartiers, au sein de notre pays, et qu'on puisse justement avancer sur des points économiques. Il y a eu ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, Mathilde Panot qui était un peu en difficulté sur le plateau d'une radio concurrente à propos de l'expérience parlementaire par rapport au Front populaire de Léon Blum. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça sur les accusations finalement d'à peu près et ces retours à l'histoire systématiques sur le Front populaire de Léon Blum et le Front populaire d'aujourd'hui? Alors, en toute honnêteté intellectuelle, moi, je n'ai pas, on va dire, l'historique du Front populaire de Léon Blum. Moi, ce que j'écoutais quand j'étais un peu plus jeune, c'était la musique et j'avais plutôt les jeux vidéo. Donc, je me montre à vous en tant que personne honnête. Maintenant, ce que je peux vous dire sur le Front populaire d'aujourd'hui, c'est que même si au sein de notre Front populaire, il y a des personnes politiques qu'on peut ne pas aimer, on sait quand même, on a fait front commun contre l'extrême droite. Et c'est le plus important aujourd'hui de faire front commun contre l'extrême droite. Il faut faire reculer cette extrême droite dans notre pays pour faire vivre justement la République. Et c'est ce que nous efforçons de faire. Après, en toute honnêteté intellectuelle, je n'ai pas cette valeur historique de Léon Blum. Je suis désolé, je suis peut-être pas instruit, je ne représente peut-être pas la belle caste politique française, mais je représente aujourd'hui mon territoire, c'est-à-dire une certaine catégorie de la population qui n'a pas pu avoir accès justement à cette instruction parce qu'il était enfermé dans une carte scolaire qui n'amenait pas à faire de belles études et avoir un beau travail. Ouais, mais justement, l'histoire, c'est important pour comprendre ce qui est en jeu. Allez-y, dites-moi-le, on en débat si vous le souhaitez. Non, mais c'était juste pour dire, il y a ce principe-là, justement, de l'éducation, qui est important pour tout le monde, pour avoir des bases historiques. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui va être porté par le Front populaire, qu'on peut pas nier, parce que quand je posais les questions au début sur les influenceurs et la place des influenceurs en politique, comme vous le dites, ce sont des citoyens comme les autres qui prennent position et ils ont tout à fait le droit et c'est important. Mais il y a aussi des gens qui essayent via l'influence de parler de ces thématiques historiques et des choses comme ça. Vous, quand par exemple vous agitez le drapeau palestinien à l'Assemblée nationale, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez de ce geste? Ce geste était une manière que les personnes qui se trouvaient en face de moi voient comme un miroir et qui se retrouvaient sur un tas de cadavres parce ils avaient pris des positions extrêmement fortes à l'Assemblée nationale où ils étaient limite complices de vendre des armes à une armée génocidaire, limite complices de voir tout un peuple être dans une guerre où ils n'avaient de toute façon pas les moyens de se défendre. Et je veux aussi dire aux personnes qui ont vu ce geste-là que je ne l'ai pas fait pour briller politiquement. Je l'ai fait pour l'honneur des personnes que j'avais moi-même rencontrées à Rafah, puisque je me suis rendu le 4 février, en plein la période du conflit, avec une délégation parlementaire, d'ailleurs, qui était accompagnée de personnes qui représentent aujourd'hui le nouveau Front populaire. Et nous avons vu des personnes à l'hôpital, des cas très graves de dames qui avaient perdu donc ses 5 enfants, la moitié de sa jambe, qui était devenue cardiaque à la suite de tout cela et qui aujourd'hui nous disait qu'elle s'en foutait complètement du Hamas, qu'elle voulait, elle, c'était juste vivre et vivre en paix avec les peuples. Et donc du coup, on a toujours cette hypocrisie
qu'on voit en face avec, vous voyez, les chefs d'État qui, comme le président français, acceptent de vendre des armes à une armée génocidaire et après dit oui, il faut se calmer, on va voir, on va peut-être reconnaître l'État de Palestine. Non, il fallait le faire tout de suite. Il faut obliger justement et aller et utiliser tous les moyens qu'on pouvait utiliser, c'est-à-dire peut-être aller à l'Union européenne, réunir le sommet de tous ces chefs d'État pour essayer justement d'arrêter les accords entre Israël et l'Union européenne. On aurait pu reconnaître l'État de Palestine, on aurait pu arrêter de vendre des armes. Et à chaque fois, chaque question au gouvernement, quand on posait cela, ils étaient toujours en train de nous dire « Oui, mais est-ce que vous dénoncez le 7 octobre ? Oui, mais est-ce que vous reconnaissez… Bon, à la fin, on était là, on disait « Oui, on est d'accord sur tout, mais est-ce que vous pouvez nous répondre sur les questions ?» Donc, il y avait une hypocrisie générale qui s'était installée à l'Assemblée nationale. Et moi, de voir que les chars rentraient à Rafah alors que nous y étions partis avec une délégation, je me suis insurgé de cette situation et je l'ai fait en tremblant. Je l'ai fait aussi avec honneur parce que je savais que ça allait les mettre face à leurs responsabilités. Et vous l'avez vu, Yael Braun-Pivet, comme elle a crié, oui. C'était pour elle, c'était la fin du monde, alors qu'en fait, c'était juste pour alerter qu'il y avait un peuple qui est en train de se faire génocider, alors qu'en fait, les personnes qui s'insurgent de cette situation, qu'on demandait à ce que je sois pénalisé, ont demandé à mon exclusion, c'est des personnes qui sont tout simplement pro-Netanyahou, pro-extrême droite, et non pas pro-Israël ou non pas pro-juif. C'est des personnes qui sont pro-Netanyahou, c'est-à-dire un ministre d'extrême droite qui est en train de génocider tout un peuple en Palestine. Merci beaucoup Sébastien Delogu, député sortant des Bouches-du-Rhône, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.